Alors, Rada Ajaka, vous êtes une battante née optimiste de nature. Je le dis parce qu'on se connaît un petit peu en dehors de cette table ronde. D'origine libanaise, Rada, vous êtes ingénieur de formation, diplômé de l'Université nationale polytechnique de Lviv et d'un DEA en informatique à l'Université Paris-Sud. Vous avez commencé votre carrière à Paris en tant que consultante en informatique, mais comme vous êtes une entrepreneuse dans l'âme, vous avez co-créé Ornès en 2001, bon anniversaire, ça fait 20 ans, qui est une société en numérique qui compte aujourd'hui 150 personnes et qui accompagne ses clients en leur proposant des experts IT de haut niveau. Mais Rada, vous êtes aussi une citoyenne engagée, mère de 3 filles, ce qui vous a amené à vous impliquer dans la sensibilisation des jeunes filles aux formations scientifiques afin de les encourager à oser les métiers techniques, y compris ceux qu'offre la société Ornès. Alors Rada, je sais que vous êtes convaincu que la souveraineté numérique est un enjeu majeur dont on parle peu et qui est très important pour qu'on puisse rester maître de nos choix et de nos valeurs et que vous vous engagez activement dans ce combat au sein du Think and Do Tank d'IRIT. Alors est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cet enjeu qui pourrait d'ailleurs nous amener à déchanter, faute de le prendre à bras le corps? Merci Aline et ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Effectivement, la souveraineté numérique, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. La souveraineté numérique, c'est quoi? C'est d'une part notre capacité à gérer nos données, à les exploiter, les stocker, gérer l'intégrité, assurer la sécurité. Mais la souveraineté de la donnée, ce n'est pas tout, ce n'est qu'un bout de la chaîne. Pour une souveraineté numérique, il faut tout un ensemble de technologies. Il faut du matériel, il faut du logiciel. Or, en France, sur les dernières décennies, sur les 30 dernières années, nous ne fabriquons plus ni des puces, ni des microprocesseurs. Nous avons un modèle économique qui consiste à aller chercher à bas coût, en Asie, tout le matériel. Ainsi, nous nous retrouvons dans la situation suivante. Nous sommes complètement dépendants de l'Asie pour le matériel et nous sommes dépendants des UEA, des US, des logiciels et de design. Et dans une société blocage, telle que nous la connaissons depuis mars 2020, nous avons pas mal de chaînes de production à l'arrêt. Les exemples sont très très nombreux dans vos industries, mesdames. Parmi vous, messieurs, dames, il y a celui qui veut commander une voiture neuve. Je pense que les délais sont sont bien longs et les exemples sont très, très nombreux. Nous sommes dépendants. Pourtant, nous avons tout pour assurer notre indépendance. Nous avions toutes les compétences. Cette crise, nous pouvons utiliser la leçon majeure que nous pouvons tirer de cette crise, c'est de changer, de mettre en question ce modèle économique et qui a montré sa faille, qui a montré ses faillites, ses limites. Il est temps d'accepter de payer plus cher pour être maître de son industrie et être chez soi tout simplement. En Europe, en France, nous avons des compétences, nous sommes encore leaders dans pas mal de domaines. Je prends l'informatique qui est mon secteur, dans l'informatique quantique, sur les points sources. Nous pouvons encore, avec un investissement nécessaire, avec un modèle de financement qui tient la route, nous pouvons encore prendre cette place. Il n'est pas trop tard encore. Le défi, il est énorme, il est d'envergure. Il se traite au niveau national, au niveau européen. Mais en revanche, chacun de nous, de vous, peut amener sa pierre à l'édifice. Ornès, à travers le Think and Do Tank, comme tu viens de le dire Aline, on se réunit dans un groupe de travail sur la souveraineté de données cette fois-ci. On se regroupe avec des chercheurs, des industriels, des entreprises dans le cloud, des universitaires, des étudiants, pour pouvoir amener un éclairage plutôt théorique et pragmatique sur le sujet et pouvoir amener un éclairage à notre communauté d'ingénieurs. Merci Rada. Donc j'ai envie d'enchaîner sur l'autre sujet qui vous anime au TRIP, qui est en quoi le réenchantement de l'industrie passe par la jeune génération et comment on pourrait faire pour attirer cette jeune génération vers les filières industrielles.
Effectivement, je pense que pour réenchanter l'industrie, ça passe par la jeune génération qui désinvestit, qui ne va pas assez vers ce secteur. Les chiffres du ministère du Travail au deuxième trimestre 2021 nous montrent que le taux d'emplois vacants dans l'industrie a augmenté de 15%. C'est dommage vu le nombre de jeunes qui sont à la recherche d'emploi. Il y a une inadéquation entre la formation, les études que nos jeunes suivent aujourd'hui et la réalité de marché et les offres d'emploi. C'est à nous d'essayer d'éliminer cet écart. Et cela commence par attiser la curiosité des jeunes vers les métiers de l'industrie. Et ça commence par le jeune âge, ça commence dès le collège. Je suis maman de 3 jeunes filles, comme tu viens de le dire, et je suis les études de mes enfants. Je commence dès la 6e, il y a une matière enseignée au collège, qui est la technologie. Je ne sais pas si vous êtes maman, si vous avez des enfants, vous avez suivi le cursus. C'est une matière, malheureusement, qui est délaissée par beaucoup de jeunes. Ils ne savent pas à quoi elle sert. Tout simplement parce qu'elle est enseignée d'une manière très théorique et elle est enseignée par des professeurs, dans la plupart du temps, qui n'ont pas la formation pour. Pourtant, c'est une matière passionnante. C'est une matière qui peut ouvrir les horizons, qui peut ouvrir les champs de possibles à nos jeunes pour montrer ce que la filière de l'industrie, tous les métiers que ça peut, vers où ils peuvent y aller plus tard. Continuons encore un peu plus loin, vers le lycée. Il y a eu des efforts qui ont été faits avec la réforme de baccalauréat, mais la filière technologique, ça reste un plan B. Ma fille, mon fils, tu ne peux pas aller en général, va en techno. C'est dévalorisant, c'est un plan B, ce n'est pas valorisant pour les jeunes. Pourtant, c'est un secteur qui peut ouvrir l'avenir est devant eux. Surtout, nous sommes devant une jeune génération aujourd'hui qui est investie. Une jeune génération qui est très sensible aux sujets environnementaux, aux sujets sociétaux. Cette jeune génération, ils vivent la crise. Depuis mars 2020, ils vivent la crise dans leur chair, c'est leur quotidien. Ils vivent la crise climatique aussi. Ils sont sensibles aux enjeux. Et c'est cette génération que demain, ils peuvent nous ramener les réponses à ces enjeux. Et ces réponses à ces enjeux, on peut les trouver dans l'industrie. L'industrie, elle peut nous apporter toutes les réponses à ces enjeux si on attise la curiosité des jeunes et on amène les jeunes à s'y intéresser de plus près. C'est un travail qui doit se faire à tous les niveaux, au niveau des parents, de l'éducation nationale, de l'industriel, à tous les niveaux, ce travail doit être fait. Je crois énormément dans la jeunesse. Il faut valoriser les compétences des jeunes. Je reviens chez Ornes, on valorise les jeunes, on y croit énormément. On a beaucoup de success stories avec les jeunes. Notre bataille, ce n'est pas de réussir le challenge avec nos jeunes. La bataille, c'est plutôt convaincre nos clients de nous suivre, à positionner des jeunes sur des postes à responsabilité. Et quand on y arrive, on a du succès à 100%. Parce qu'il faut juste les accompagner, les coacher et on y arrive. Et pour finir, c'est en conjuguant, en combinant notre expérience, l'expérience des aînés et la sensibilité des jeunes que nous pouvons réenchanter l'industrie de demain.